Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 19 mai, que le déconfinement pour vous s'est bien passé, que vous ne sortez pas trop non plus, hein, faut aller doucement en cette période de déconfinement. Donc je vais vous faire mon petit bilan lecture. Donc j'ai lu 4 livres comme d'habitude. Donc je vous laissais la dernière fois avec Les Heures Indociles d'Éric Marchal chez les éditions Pocket, que j'avais commencé à lire quand à mon dernier bilan lecture ou mon dernier bouquin, je ne sais plus. L'histoire se passe à Londres en 1908, en pleine période des suffragettes, de l'action des suffragettes pour le vote des femmes, pour faire passer la loi sur le vote, pour l'autorisation aux femmes de voter. Voilà. Donc on va être avec 3 personnages principaux et aussi des personnages secondaires qu'on va voir au fil de l'histoire. Donc on va être avec un premier personnage qui est Olympe Lovell, qui est une militante des suffragettes qui essaye coûte que coûte de rencontrer le Premier ministre. Voilà. Et de par ses actions essaye pour que le gouvernement autorise les femmes à voter. On va être avec aussi un médecin, donc Thomas Bellamy, qui est un médecin assez spécial, vu qu'il a des origines orientales. Il est métis. En fait, il est métis, il est... Enfin, pas vraiment oriental, plus asiatique. Il a des... oui, des origines asiatiques. Et il a des méthodes assez en avance par rapport à son temps et surtout par rapport aux médecins de par le monde, que ce soit anglais, français. Vu qu'il utilise des méthodes assez singulières, vu qu'il utilise l'acupuncture qui n'est pas encore donc dans les mœurs des Anglais. Et donc voilà, donc il a des méthodes assez avant-gardistes qui l'essaye de, comment dire, de faire approuver donc par les différents médecins qu'il rencontre. Et il a vraiment beaucoup de mal à faire accepter donc ces méthodes, mais il sauve beaucoup de vies. Et donc durant une de ses interventions, il va faire la rencontre d'un troisième personnage, donc qui est Horace de Vercol, qui est un aristocrate assez excentrique qui lui essaye de faire évoluer les choses donc par rapport à ses costumes. On va dire que c'est un personnage qui se déguise et de par ses déguisements, il essaye de faire voir ses actions aux journalistes. Et comme ça, les journalistes, dès qu'ils voient ce qu'il essaye de faire, donc le prennent en photo ou écrivent un article sur lui. Et grâce à ces articles-là, c'est comme ça qu'il fait et qu'il essaie de faire parler de lui et d'essayer de bouger les choses donc par rapport aux actions des suffragettes, etc. etc. Et donc du coup, notre histoire va se baser sur ces 3 personnages-là, qui ont des vies totalement différentes, et qui vont se rencontrer, et qui vont devenir amis, et de par leur vie, leurs secrets, parce que le docteur Bellamy, lui, cache un secret sur son passé. Voilà, donc on va être avec ces 3 personnages-là, et par rapport à leur vie, leur passé, voilà. Et donc on va voyager beaucoup à Londres, entre Londres, un peu à Paris et un peu en Irlande. Voilà, donc on va être avec ces 3 personnages principaux. Il y aura aussi des personnages secondaires qui font partie de l'histoire et qui ont, je vais pas y arriver. Ah un rôle, voilà, je cherchais le mot, un rôle par rapport à ces personnages principaux. Et voilà, et donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ces personnages avec leurs personnalités bien distinctes. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires. Voilà, on rencontre de vrais personnages qui ont vraiment existé. Le patron, le directeur de l'hôpital en Angleterre, qui lui a vraiment existé. On rencontre aussi Winston Churchill un petit peu dans cette histoire.
Horace de Vercol a vraiment existé, ça a été un personnage réel. Ses actions ont vraiment existé. Donc par contre, Thomas Bellamy et Olympe Lovell sont des personnages fictifs, mais il a pris des exemples de personnages qui ont vraiment existé, hein. Les suffragettes ont vraiment existé en Angleterre et ont fait des actions qui ont vraiment été réelles. 2-3 actions sont dans le livre. Et voilà, il y a beaucoup de personnages qui ont existé. L'auteur a, comment dire, aussi changé certaines dates, mais bon, les actions restent les mêmes, hein, voilà. Donc, si vous aimez l'histoire avec un grand H, avec une histoire avec un petit H, et que vous aimez donc cette époque des suffragettes, là ça se passe à Londres, hein, mais aussi les suffragettes en France, etc. etc. Donc si vous aimez les actions des suffragettes, si vous aimez ces histoires-là, je vous le conseillerais. Donc c'est un gros livre quand même, hein, il fait un peu plus de 800 pages, mais l'histoire est tellement intéressante qu'on ne peut que le dévorer. Il y a quelques petites longueurs, mais ça va. Franchement, pour moi, ça a été une très bonne lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été quand même une très bonne lecture. Voilà. Donc en deuxième livre, j'ai voulu changer de style. Je me suis lancée avec Patrick James, que je n'avais jamais lu. La preuve ultime chez Fleuve Noir. Donc dans ce livre, Peter James a voulu parler de religion, d'ésotérisme. Donc on va être là avec un journaliste, Ross Hunter, qui reçoit un coup de fil assez étrange d'un homme, un chercheur qui veut le rencontrer et qui veut lui prouver l'existence, la preuve ultime de l'existence de Dieu. Voilà. Donc il le rencontre, il lui dit ce que lui a trouvé et il voudrait qu'il continue ses investigations. Vu qu'il est journaliste et qu'il a un peu plus de poids par rapport à lui et qu'on ne le croit pas, il pense que Ross pourrait plus avoir de chance que lui. Donc Ross va lire les documents qu'il a donnés, mais il n'y croit pas trop, il pense que c'est un peu un chercheur fou. Et donc du coup il va aller chez lui pour lui parler. Et là il va vite voir que le professeur n'est pas là, il va trouver ça assez bizarre. Et donc du coup il va le retrouver mais assassiné, donc dans sa maison. Et c'est là que son idée va germer et il va se dire que peut-être que ce chercheur n'est peut-être pas si fou que ça. Si on a voulu le tuer, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est peut-être que la preuve qu'il a de l'existence de Dieu n'est peut-être pas si folle que ça. Du coup, il va vouloir coûte que coûte chercher cette preuve et par des indices que le chercheur lui aura laissés via son notaire, il me semble. Donc voilà, donc on va être un peu dans une course-poursuite, vu que différentes organisations, dont le Vatican, va vouloir donc soit le payer pour qu'il donne ses preuves de l'existence ultime de Dieu, ou bien les indices qu'il a eu du chercheur. Mais Ross va tout faire pour essayer de faire ses propres recherches lui-même et il va essayer de contrecarrer donc toutes ces organisations dont le Vatican qui essayent coûte que coûte soit de le tuer, soit d'essayer de l'acheter pour pouvoir avoir ses preuves. Voilà, donc on va être un petit peu dans le genre un peu... Ce livre m'a fait penser un peu à Indiana Jones. J'irai pas jusqu'à dire que l'auteur m'a fait penser à J.R. Dos Santos ou à Dan Brown, parce qu'on est loin quand même de ces auteurs à succès, qui eux sont vraiment des maîtres de l'ésotérisme et des religions. Là, Peter James a voulu, dans ce livre, nous faire, comment dire, nous interroger donc sur ce qui se passerait si une personne trouvait des preuves de l'existence de Dieu. Je trouve qu'il a bien su mener sa barque
Il y a vraiment que la fin qui a péché pour moi parce que je trouve qu'il a été un petit peu trop vite par rapport à cette fin. J'ai eu un peu de mal à la, comment dire, pas à la comprendre, mais à la visualiser. Je me suis demandé pourquoi il avait été aussi vite, alors que dans tout son livre, bon, comme je vous le dis, c'est un peu à la Indiana Jones, donc ça va très vite, mais malgré tout, il prend quand même son temps pour expliquer les choses par rapport à son personnage principal de Ross. Et je trouve qu'il a bien fait, sauf à la fin, hein. La fin, elle va très vite. Ce livre ne fait que donc 500 pages, un peu plus de 500 pages, et je trouve que la fin est rapide et peut-être pas bâclée, mais presque, hein. On n'est pas non plus dans une fin qui nous laisse sans voix. Voilà. Donc Peter James, la preuve ultime chez Fleuve Noir. Donc si vous aimez l'ésotérisme, et si vous avez un peu peur de vous lancer dans celui-là, je peux vous le conseiller, hein. Moi, ça m'a fait un peu penser à Indiana Jones. Donc, si vous avez aimé les films d'Indiana Jones de Steven Spielberg, si je ne me trompe pas, oui, Steven Spielberg, allez-y, hein, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Donc, en troisième livre, j'ai voulu me lancer avec Lars Kepler, Lazare chez Actes Sud dans leur collection Actes Noir. Donc là, ici, on est avec des personnages récurrents. Voilà, c'est deux auteurs. Lars Kepler, ce sont deux auteurs. C'est un couple d'écrivains qui écrivent des livres avec des personnages récurrents. Donc, surtout avec un personnage, un enquêteur qui s'appelle Jonah Lina. Voilà. Et ils ont déjà écrit donc l'hypnotiseur, le pacte incurable, le marchand de sable, désaxé et le chasseur de lapins avec ces mêmes personnages. Donc on a Jonah Lina, on a Saga, on a donc le tueur en série, donc Jurek Walter. On a plein d'autres personnages hein, qui vont arriver donc dans cette histoire. Donc je vous mets un peu le décor. On est là à Oslo. Voilà, dans un appartement à Oslo, un cadavre va être retrouvé par des policiers et selon par rapport à la scène de crime, ils vont retrouver des comment dire des squelettes, des cadavres de squelettes. Euh, et ils vont se rendre compte qu'en fait la personne qui a été tuée n'était autre qu'un profanateur de tombes et qu'il gardait ses trophées donc dans son frigo. Voilà. Mais par rapport à ces squelettes-là, ils vont retrouver le crâne de la femme, donc de Jonah Lina. Voilà. Donc du coup, il va être... comment dire, il va être prévenu qu'on a retrouvé son crâne dans donc ce... Comment dire, dans ce frigo de ce cadavre. Et Jonah Lina, lui, va être appelé sur une scène de crime dans un camping. On va l'appeler parce que comment dire, le cadavre est assez étrange, il a un certain mode opératoire et ce mode opératoire va lui faire penser donc à ce tueur en série Jurek Walter, sauf que petite incohérence, Jurek Walter a été tué par sa collègue Saga de plusieurs coups de feu bien placés, mais il en est certain, Jurek Walter est revenu d'entre les morts. Voilà. La question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'il aurait pu revenir d'entre les morts, vu que Saga, elle, son ancienne collègue, est sûre et certaine de l'avoir vu mort et emporté par le courant hein, dans une rivière. On n'a jamais vraiment retrouvé le cadavre, d'ailleurs. Mais lui, il en est persuadé, c'est bien Jurek Walter qui a tué cet homme dans ce camping. Et il va essayer de prévenir les gens qu'il aime, il va essayer de les prévenir et de leur dire de vraiment faire très attention, de s'enfuir, de partir dans un autre pays, un autre état, voilà, pour se protéger. Malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, vu que Saga, à force d'indices, va vite se rendre compte que peut-être que Jonah Lina va avoir raison. Et voilà, et donc toutes les pièces du puzzle vont se mettre en place. On va se demander comment est-ce que c'est possible que Jurek Walter ait de nouveau en vie
et comment est-ce qu'il fait pour perpétrer tous ces meurtres, car d'autres victimes vont être découvertes dans plusieurs autres pays. Voilà. Et donc du coup on va partir dans cette histoire folle. Ce que je vous conseillerais par contre, si vous n'avez jamais lu de Lars Kepler, si vous ne connaissez pas ces personnages, c'est de lire son premier, l'hypnotiseur, avant de lire Lazare, vu que cette histoire est avec des personnages récurrents. Moi j'ai eu assez de mal à lire cette histoire, vu que je ne connaissais pas du tout le passé de Jonalina et de tous les autres personnages. Autant de Jurek Walter, autant de Saga, autant de Jonalina. Hein. Je ne connaissais pas leur passé. On a une petite piqûre de rappel, mais j'ai quand même eu du mal à me mettre dans le livre, malgré tout. Donc si vous n'avez jamais lu Lars Kepler, je vous conseille fortement de lire ses premiers livres. Moi j'en avais lu un de lui, mais c'était à hors-série. C'était Playground, que je n'avais pas du tout aimé. Du coup j'ai eu un peu peur de me lancer dans cette lecture, mais là on est vraiment dans du thriller pur et dur. Et j'ai beaucoup aimé, malgré que j'ai eu des petits, comment dire, des petits moments de flottement, vu que je n'avais pas lu leurs autres bouquins. Et du coup j'ai eu un petit peu de mal à comprendre l'histoire, mais bon, ça a été relativement bien quand même. J'ai quand même réussi à me mettre dans l'histoire. Voilà. Donc Lars Kepler, Lazare chez Actes Sud dans leur édition Actes Noir. Voilà. Et en dernier livre, j'ai lu l'avant-dernier, Damien Leban, Les braises de l'Exode. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'adore Damien Leban. Pour moi, c'est un très très bon auteur. J'ai lu pratiquement tous ses livres. J'ai lu donc Le Sanctuaire d'Aubos, j'ai lu Les Héritiers des Ténèbres et j'ai lu Résilience. Voilà. Et là, Les braises de l'Exode, c'est son quatrième livre. Thriller, hein, surtout thriller, hein, parce qu'il en a fait un autre, mais là on est plus dans du fantastique. Son tout dernier, c'était Survivre chez Hugo Moon. Mais là on est plus dans du fantastique, science-fiction. Alors que là on est vraiment dans du thriller pur et dur. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé ce thriller, ce roman. On est là avec 3 personnages différents dont les histoires vont se confondre, vont se rejoindre. On est d'abord dans un premier temps avec Samira, qui est une jeune fille de 11 ans qui vit en Syrie. La Syrie est en pleine guerre, donc son père va essayer coûte que coûte de la sauver de ses atrocités. Il va tout faire pour l'amener en France. Il va y arriver, mais malheureusement pour Samira, elle va se retrouver seule. Et elle va être victime d'esclavage sexuel. Voilà. Donc ça sera un premier thème. On va parler de plusieurs thèmes. On va parler de l'immigration. On va parler de l'esclavage sexuel. On va parler d'autres thèmes très, très, très durs à aborder. Mais Damien Leban a à cette plume magnifique, à ce don de vous faire plonger dans son histoire. Et donc on va être avec 2 autres personnages. On va être avec Bruno Eyssen, qui est major à la brigade de recherche de Montdidier dans la Picardie, qui va un jour, lors d'une patrouille, être appelé sur une scène où il y a un véhicule qui a été carbonisé. Et dans le coffre de ce véhicule, il y a un cadavre, le cadavre d'une personne incendiée, hein, vu que voilà. Et il va se rendre compte que cette personne a eu des multiples coups de couteau, a reçu des multiples coups de couteau, mais il va essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que cette histoire est vraiment très étrange. Voilà. Donc on va être avec lui, et on va être avec un troisième personnage qui n'est autre que Elise Cara, qui est une grande bourgeoise qui vit avec son mari et son fils. Et un jour, en rentrant chez elle, elle va découvrir sa maison qui a été mise sans dessus-dessous. Elle va retrouver des messages assez odieux.
et elle va se rendre compte que son mari a disparu. Et elle va essayer de cacher la disparition de son mari à son fils et à ses beaux-parents. Parce qu'elle voudrait démêler le vrai du faux de cette histoire. Elle voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on en veut à son mari, qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa maison. Et on va vite se rendre compte que les trois histoires, l'histoire de Samira, de Bruno et de Élise, vont s'emboîter tout seuls au fur et à mesure qu'on lit cette histoire. Et comment vous dire que moi j'ai beaucoup aimé cette histoire, je me suis plongée dedans à corps perdu. Et j'ai beaucoup aimé la fin. La fin est juste magistrale parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Alors peut-être qu'il y en a qui auront la possibilité de deviner, mais moi jusqu'au bout, je suis restée dedans à fond. Et quand j'ai lu la fin, je suis tombée des nues quand j'ai su cette fin. Quand j'ai lu la fin, je ne m'y attendais absolument pas. Donc si vous aimez Damien Lebon, surtout lisez celui-ci si vous aimez, si vous avez lu ses autres livres. Bon, vous pouvez le lire indépendamment des autres, hein, ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout des personnages récurrents, ce sont de nouveaux personnages. Voilà. Et il n'y a que le dernier livre de Damien Lebon qui est avec un des personnages récurrents, ça sera Bruno Essen, le major de la brigade de recherche de Montdidier, qui sera un personnage récurrent dans son dernier bouquin, que je vais m'empresser sûrement de commander, peut-être pas tout de suite, mais ce qui est sûr c'est que je le garde en mémoire et je le mettrai de côté, ça c'est sûr. Voilà. Donc Damien Lebon, Les braises de l'Exode. Et donc voilà, mon petit bilan lecture est pour aujourd'hui terminé. Je suis en train de lire, alors là je viens juste de le commencer, Je voyage seul de Samuel Björk, chez les éditions JC Lattès Thriller. Voilà, donc comme je vous le disais, là on est en Norvège, on est avec une fille qui va être retrouvée assassinée, pendue à un arbre avec un message « Je voyage seul ». Et c'est le commissaire, donc Holger Munch, assisté de son ancienne collègue Mia Kruger, donc tous les deux vont essayer de trouver la solution. Pourquoi cette petite fille est assassinée pendue et pourquoi est-ce qu'elle porte le message « Je voyage seule ». Et c'est sa collègue Mia Kruger qui a des intuitions, qui va par rapport à des photos trouver un indice que personne n'avait vu avant elle. Voilà. Donc Je voyage seul de Samuel Björk. Et il me reste encore deux autres livres à lire, donc Manhattan Marilyn et La Lame. Voilà, et ce sera mon prochain bilan lecture. Donc je ne ferai que sur ces trois livres-là, vu que je n'ai plus que ces trois livres-là à lire. Il faudra que je rachète d'autres bouquins pour vous faire un prochain book haul. Après, quand je ne sais pas, ce sera sûrement au mois de juin, parce qu'il y aura des sorties en juin, notamment le nouveau Franck Tillier, hein, que je vais m'empresser d'acheter dès qu'il sera sorti début juin. Donc voilà, donc je vous mettrai donc en commentaire donc mon lien pour mon site de vente Rakuten. Je vais vous mettre mon lien pour mon blog. Et donc si jamais vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser, il n'y a aucun souci là-dessus. Je les lirai, je vous répondrai sans aucun souci. Donc voilà, donc je vous souhaite oui, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Donc soit pour un prochain bilan lecture, soit pour un book haul si j'achète mes livres avant. Voilà, bye bye.